Bonjour et bienvenue dans ces réflexions autour de l'assassinat des vies sans valeur, entre guillemets, sous le national-socialisme. Je suis Jean-Marie Vinclair, je vous accompagnerai à travers cette série de vidéos. Nous avons vu dans les vidéos précédentes ce qu'était l'action T4, c'est-à-dire l'assassinat organisé des handicapés, des malades allemands, en 1940-1941, avec un peu plus de 70 000 victimes. Nous avons également vu que cette action d'assassinat de masse, qui était un secret d'État, s'inscrivait dans une politique initiée dès l'arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes, à travers notamment les stérilisations. Dans cette vidéo de conclusion, nous allons nous intéresser à une question centrale dont on peut se demander comment elle s'articule avec T4, c'est-à-dire la Shoah. Je vous propose aujourd'hui de nous intéresser à la place de T4 dans la Shoah, ou plutôt de voir dans T4 une préfiguration de la Shoah. C'est pour ça que je propose comme titre de cette intervention la Shoah avant la Shoah. Avant toute chose, il va falloir déterminer les termes, il va falloir préciser les choses de façon à ne pas confondre des choses qui se ressemblent. L'adage dit « comparaison n'est pas raison », autant avoir une démarche scientifique. Au sein de la Shoah, nous connaissons évidemment Auschwitz. Nous savons les millions de morts qui sont morts là-bas. Nous avons, dans notre conscience collective, identifié Auschwitz à la Shoah. Nous en avons presque fait une métonymie, c'est-à-dire que nous parlons d'Auschwitz pour désigner l'ensemble des actions. Je vous incite à vous intéresser à une autre action qui est celle qu'on appelait l'action Reinhardt, en 1941-1942, avec des camps d'extermination à l'Est, qui ne sont pas Auschwitz, mais qui se trouvent beaucoup plus près de la frontière soviétique et qui donc se trouvent encore beaucoup plus dans les bordures du Reich nazi, c'est-à-dire qui sont encore plus cachés, dissimulés pour la population allemande. Tout d'abord, un rappel. Un rappel concernant T4. Vous vous rappelez que les 6 centres d'euthanasie, comme le disaient les nazis, donc d'assassinat des handicapés et des malades, les 6 centres d'assassinat des handicapés et des malades se trouvaient dans le territoire du Reich. Ils étaient répartis de façon assez uniforme dans le territoire du Reich, de façon à pouvoir assassiner l'ensemble des patients dans un centre d'extermination qui ne soit pas trop éloigné de leur foyer. Nous nous intéresserons en particulier à Hartheim, qui se trouve en Autriche annexée, donc dans le sud du Reich, après 1938. Vous avez à droite l'Union soviétique et vous avez le général gouvernement, qui donc sont des régions annexées par le Reich nazi, et qui vont faire partie désormais du Reich. Si l'on regarde cette fois-ci les camps d'extermination, qui sont destinés à la Shoah, qui sont destinés à l'assassinat des Juifs, la première chose qui frappe, c'est le nombre de camps. Le nombre de camps, vous voyez au sud, au sud-ouest, encore du côté des frontières du Reich allemand, vous voyez Auschwitz. Et pourtant, Auschwitz n'est pas le seul. Dieu sait qu'il y a eu d'autres camps, Dieu sait qu'il y a eu d'autres lieux d'assassinat dans le cadre de la Shoah. L'action Reinhardt concerne en particulier les 3 camps de Treblinka, Sobibor et Belzec. Il faudrait commencer dans l'autre ordre, Belzec, Sobibor, Treblinka. Vous remarquerez que ces 3 camps se situent très près de la frontière avec l'Union soviétique. Ces 3 camps se situent le plus loin possible du Reich nazi. Et bien, ces 3 camps vont être mis au service de la Shoah, à travers ce qu'on a appelé l'action Reinhardt. Et la spécificité de ces camps, c'est qu'ils vont être créés en 1941-1942 par des équipes de la T4. C'est-à-dire que ces camps qui participent de la Shoah, qui participent de la solution finale, qui sont donc des camps d'extermination destinés aux Juifs, qui se trouvent le plus loin possible de la frontière allemande, au sens du Altreich, le vieux Reich, l'ancien Reich, ces camps-là ont été créés par
des équipes de la T4. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une continuité entre l'action T4 et la solution finale. Une des continuités qui cette fois-ci est visible, explicite, c'est l'action Reinhardt à travers les trois camps de Belzec, Sobibor, Treblinka. Juste quelque chose avant que nous n'approfondissions cette continuité, notamment à travers la continuité personnelle, puisque ce sont les assassins, notamment d'Artheim, qui ont été affectés dans ces trois camps. Une des spécificités de ces camps est que, contrairement à Auschwitz, on ne gazait pas au Zyklon B, on gazait au monoxyde de carbone. C'est-à-dire, les assassins de la T4 ont gardé leur méthode d'assassinat. Les méthodes d'assassinat de la Shoah, les méthodes d'assassinat de la solution finale ont été utilisées, surtout à Auschwitz, avec le Zyklon B. Aussi bien Belzec, Sobibor que Treblinka ne sont jamais passés au Zyklon B. En raison de l'éloignement d'ailleurs du Reich nazi, et également afin de dissimuler tout ce qui pouvait relever de l'approvisionnement, le monoxyde de carbone n'était plus importé sous forme de bonbonnes. Le monoxyde de carbone était produit sur place par des moteurs, et des moteurs de chars soviétiques. Et donc là aussi, on a un peu amélioré et aménagé la technique d'extermination sans pour autant passer à ce que nous connaissons nous, c'est-à-dire le Zyklon B, qui va être l'emblème de la Shoah. Nous avons donc ici, alors que nous venons de quitter T4, puisque nous ne sommes plus sur le Reich, nous ne sommes plus en face d'handicapés et de malades allemands, mais en face de juifs européens. Nous sommes dans ce que Raoul Hilberg a appelé la destruction des juifs d'Europe. Et bien, dans cette destruction des juifs d'Europe, nous retrouvons des équipes de la T4 qui ont construit et mis en service Belzec, Sobibor, Treblinka. Voici, au niveau de la continuité personnelle, le pédigré de certains des assassins. Vous avez ici des criminels qui font partie des pires criminels nazis, qui ont commis des crimes contre l'humanité, et qui, même s'ils sont moins connus de par leur nom que des Mengele ou d'autres criminels, relèvent de la Shoah, relèvent des crimes contre l'humanité, relèvent de cette monstruosité nazie. Christian Wirth, c'est l'incarnation de cette continuité entre T4 et 14F13, puis la Shoah. Wirth, c'est à l'origine un officier de police. Donc la première chose, c'est qu'il est plus âgé que les autres. Il a fait la Première Guerre mondiale. C'est un officier de police, c'est quelqu'un qui va s'intégrer très bien dans tous les rouages du Reich nazi à travers le parti, les organisations du parti. Il va être affecté d'abord comme responsable de la sécurité, puis comme responsable tout court à plusieurs centres de la T4, Brandenburg, Grafenegg et Hartheim. Il va avoir des responsabilités à la T4 d'inspection, de supervision des centres, c'est-à-dire que dans l'opération d'assassinat des handicapés et des malades, c'est une des chevilles ouvrières, c'est une des autorités. C'est lui qui va être le premier commandant du camp d'extermination de Belzec. Et à ce moment-là, vous avez le passage de T4 à la Shoah, vous avez le passage de T4 à l'action Reinhardt. Christian Wirth va même progresser au sein de l'action Reinhardt, puisqu'il va devenir inspecteur général des camps d'extermination de l'opération Reinhardt. C'est donc quelqu'un qui a été un haut responsable de T4, qui va devenir commandant de camp d'extermination, Belzec, et qui va ensuite agir comme inspecteur général des camps d'extermination de l'opération Reinhardt. Il est mort quelque part au nord de l'Italie, du côté de la Yougoslavie, tué par des partisans, peut-être tué par ses propres troupes, car c'était quelqu'un connu pour sa dureté et son inhumanité. Quelqu'un dont on ne connaît pas le nom, mais qui a lui aussi une histoire assez révélatrice de cette continuité entre T4 et l'action Reinhardt, cette fois-ci c'est un médecin.
C'est un médecin, il est autrichien de naissance, mais bon, il a travaillé dans le Reich nazi. Dr Infried Eberl, c'est un médecin qui donc a dirigé, en tant que médecin, le centre d'euthanasie de T4 de Brandenburg près de Bernburg. Donc c'est quelqu'un qui a assassiné des handicapés et des malades, également des concentrationnaires d'ailleurs à l'époque, et qui est devenu, lors du passage de T4 à l'action Reinhardt, il est devenu premier commandant du camp d'extermination de Treblinka. Alors, j'ai indiqué qu'il a été relevé de ses fonctions. Il a été relevé de ses fonctions par Wirth, que nous connaissons déjà. Il a été relevé de ses fonctions pour incompétence. Alors, c'est là où nous allons voir que ce passage n'est pas anodin. Ce passage n'est pas anodin parce que le passage de T4 à la Shoah marque le changement d'ordre de grandeur. On assassine beaucoup plus, et on assassine beaucoup plus dans un laps de temps beaucoup plus réduit. En gros, nous sommes vers une industrialisation de la mort. Nous ne sommes pas encore au niveau d'Auschwitz, mais nous ne sommes plus au niveau de la T4, au niveau d'Artheim. Eh bien, il se trouve que le docteur Eberl a été incapable de franchir cette étape. Il a été incapable, lui qui avait géré un centre d'euthanasie, il a été incapable de gérer, si on peut dire, un camp d'extermination. Tout simplement parce que la dimension, également les exigences, parfois aussi le personnel, n'étaient pas l'univers de la T4. Il a été remplacé par un certain Franz Stangl, dont le profil est d'ailleurs assez proche de celui de Wirth. Lui, c'est un officier de police autrichien. Alors ça ne manque pas de piquant parce que du temps où les nazis étaient interdits en Autriche, il poursuivait les nazis. Il a adhéré au parti et il a réussi à s'implanter dans la Gestapo. Il a été affecté à des centres d'euthanasie de T4 à Bernburg et puis à Artheim, toujours comme responsable administratif, responsable de la sécurité. Et il est devenu tout d'abord commandant du camp d'extermination de Sobibor, qui était d'une certaine façon son apprentissage de l'action Reinhardt, et il a relevé Eberl au camp d'extermination de Treblinka, dont il fut le commandant. C'est donc quelqu'un qui est passé de la T4 à l'action Reinhardt, qui est passé de l'assassinat des handicapés à la solution finale, et qui est devenu un commandant de camp d'extermination. C'est-à-dire que l'itinéraire de Franz Stangl conduit vers la Shoah. L'école des meurtriers, l'école des assassins, comme l'appelait Simon Wiesenthal, c'est Artheim. L'école du meurtre, l'école de l'inhumanité, c'est T4. Pour la petite histoire, Stangl avait réussi à fuir, à partir en exil, après-guerre. Il a été repris dans différents pays, après en Amérique du Sud. Il a été condamné et il est mort en prison en attendant son appel. Il fait partie, avec Wirth, des criminels particulièrement redoutables, des monstres nazis que l'on peut côtoyer dans cette configuration. Donc nous avons ici, à travers l'itinéraire de Christian Wirth et l'itinéraire de Franz Stangl, cette gradation dans l'inhumanité, cette gradation dans la monstruosité, qui va faire de ces personnes des acteurs de la Shoah, des responsables, à leur niveau, de la destruction des Juifs d'Europe. Vous avez vu ainsi la continuité entre T4 et la Shoah à travers une continuité personnelle. Alors cette continuité personnelle est tout à fait voulue par les nazis qui sont allés chercher les équipes de T4 pour ouvrir les camps d'extermination à l'Est. On peut aborder cette continuité d'une manière un peu différente et d'une manière, j'allais dire, peut-être plus symbolique. Je vous explique. Après T4,
les centres d'assassinat ont été mis au service des camps de concentration. C'est ce qu'on appelle l'action 14F13, qui est un nom de code pour mort par programme secret. Et donc l'action 14F13 visait à sélectionner des concentrationnaires dans les camps de concentration, à les emmener en autocar dans les anciens centres d'euthanasie et à les gazer là où, jadis, on avait gazé les handicapés et les malades. Il se trouve que Hartheim, que nous connaissons puisque ce fut un centre de T4, Hartheim est devenu le centre d'assassinat du camp de concentration de Mauthausen en 1941 et 1942, alors que le camp de Mauthausen ne possédait pas encore sa propre chambre à gaz. Ce qui intrigue dans cette histoire n'est pas le passage de l'un à l'autre. D'une certaine façon, on passe de l'assassinat des handicapés à l'assassinat des concentrationnaires. Là aussi, c'est un chaînon manquant qui va conduire vers la Shoah. On va y revenir. Ce qui est assez étrange, si l'on regarde le premier gazage de concentrationnaires à Mauthausen, daté du 11 août 1941, on se rend compte, ceci sont des listes originales nazies, on se rend compte que l'ensemble des victimes de ce convoi est juif. Nous sommes donc le 11 août 1941 et nous avons un gazage de juifs en chambre à gaz. Certes, ce n'est pas une chambre à gaz dans un camp de concentration, mais elle dépend d'un camp de concentration. Alors, juste pour mémoire, la Shoah n'existe pas encore, puisque la Shoah, c'est la conférence de Wannsee, c'est janvier 1942. On est donc bien loin avant Wannsee. Toujours pour information, la chambre à gaz d'Auschwitz n'est pas encore en service. Elle est en construction, elle va être mise en service début septembre, je corrige, pour un gazage expérimental, qui d'ailleurs ne gazera pas des juifs, mais des prisonniers de guerre soviétiques. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y a pas de possibilité de gazer des concentrationnaires, et notamment la chambre à gaz d'Auschwitz ne fonctionne pas encore. Donc nous sommes avant la Shoah, c'est pour ça que j'ai appelé cela la Shoah avant la Shoah. Je vais essayer de vous expliquer à partir de ces listes-là. La première chose, c'est qu'il y a une dissimulation comptable, puisqu'on parle comme destination, c'est donc une liste de transport, une liste de convoi, on parle comme destination le sanatorium de Dachau. Alors c'est vrai que le sanatorium du camp de Dachau est une fiction. D'abord, il n'y a pas de sanatorium à Dachau. Ensuite, ce convoi n'est jamais arrivé à Dachau. Dans mes ouvrages, j'ai prouvé que le sanatorium de Dachau était le nom de code de Hartheim. En effet, on a retrouvé des traces matérielles prouvant que certaines personnes envoyées officiellement au sanatorium de Dachau avaient été gazées à Hartheim. On peut donc partir de la certitude historique qu'il s'agit d'un convoi de Mauthausen vers la chambre à gaz d'Hartheim le 11 août 1941. Vous remarquerez que symboliquement, on trouve parmi les déportés gazés le numéro 1, le matricule numéro 1, dans le premier convoi. Alors pour la petite histoire, ce n'était pas le véritable matricule numéro 1 qui était décédé, et donc le matricule numéro 1 avait été réattribué à un concentrationnaire polonais qui venait d'arriver. Mais on trouve quand même le matricule numéro 1. Si l'on regarde cette fois-ci la comptabilité du camp, dans la comptabilité du camp, on va retrouver l'ensemble des noms officiellement partis pour Dachau, et on va pouvoir avoir d'autres informations sur eux. On va retrouver très exactement le convoi que nous avions déjà eu, c'est-à-dire le 11 août. Les lieux de naissance nous indiquent qu'il s'agit de Hollandais. C'est-à-dire que ceux qui sont désignés comme juifs peuvent aussi être désignés comme juifs hollandais. Il s'agit de Hollandais qui ont été raflés, déportés. C'est un système de rafle, donc souvent c'est des familles entières qui étaient déportées. Qui ont été raflés à partir des grandes grèves d'Amsterdam de février. Donc février 1941, on a les grandes grèves d'Amsterdam. Ces personnes sont raflées, internées d'abord aux Pays-Bas, envoyées à Buchenwald et ensuite envoyées à Mauthausen, en sachant que le transfert à Mauthausen équivaut à un arrêté de mort. Donc ici,
Ces personnes sont simplement identifiées comme juifs. On retrouve l'ensemble des déportés. Alors, ce qui est intéressant, c'est la structure de la population concentrationnaire. En 1941, il y a encore très peu de juifs dans les camps de concentration, puisque dans les camps de concentration, ce sont les opposants, notamment les opposants politiques. À Mauthausen, on trouve toute une série d'Espagnols, qui sont des Espagnols rouges, qui ont souvent été triés dans les stalags, puisqu'ils avaient perdu la guerre sous uniforme français après avoir été internés en France, et donc qui étaient envoyés à Mauthausen, qu'on appelait le camp des Espagnols. Les autres étaient souvent des Polonais, et donc ces Polonais étaient l'intelligentsia polonaise, monarchiste, traditionnaliste, catholique. Deux univers totalement différents qui se côtoient dans le camp de concentration. Il n'est donc pas révélateur que ces victimes soient juives. Si l'on poursuit la lecture des listes, il y a un détail formel qui doit intriguer. Alors, je précise que les assassins ont bien entendu nié tous ces crimes qui auraient pu leur coûter la vie. Et donc les nazis sont les premiers négationnistes, les nazis sont les premiers négateurs de leurs crimes. Pourtant, ils ont laissé des traces, et ils ont laissé des traces administratives. Si on regarde bien cette liste, on se rend compte que la liste n'est pas une liste de 70, là aussi c'est normal, ce sont des chiffres ronds, administration nazie oblige, mais qu'il y a en réalité 72 noms, dont 2 qui ont été barrés. Si l'on regarde dans la comptabilité du camp, on retrouve la même chose avec 2 noms barrés et un rajout que je vous ai agrandi. On a 2 frères ou 2 cousins hollandais, Hartog Overste et Meyer Overste, qui n'ont pas participé au convoi vers la chambre à gaz d'Artheim, auquel ils étaient destinés, parce qu'ils sont décédés avant. J'ignore pourquoi ils sont décédés, comment ils sont décédés, est-ce que c'est un suicide, est-ce que c'est un accident, est-ce qu'ils étaient déjà très affaiblis, je l'ignore absolument. La seule chose, c'est que je sais que les frères ou les cousins Overste sont décédés et ont été remplacés, c'est écrit à la main juste dessous, par 2 qui remplacent les décédés. Et ces 2 remplaçants ont été énumérés séparément dans la liste du 12, 8, 41. Si je reviens à la première liste, je me rends compte que les frères et les cousins Overste ont été remplacés par 2 juifs hollandais, catégorie nazie, dont les noms commencent par P, Pam et Par. Ce qui frappe, c'est que nous avons ici la preuve de la constitution de la liste. Nous avons la preuve de la constitution de la liste qui indique précisément 2 choses. La première, c'est que les 2 remplaçants suivent dans l'ordre alphabétique. On passe de O à P. Les 2 remplaçants sont juifs. On peut en déduire qu'il devait exister, puisque là on est à 70, une liste originale comportant une centaine de noms, sans doute, et dont on peut affirmer avec grande certitude qu'ils étaient intégralement composés de juifs. Voici donc la conclusion à laquelle nous arrivons pour le premier convoi de gazage de déportés de Mauthausen en chambre à gaz à Artheim. Il s'agit ici du premier gazage planifié de juifs en chambre à gaz dépendant d'un camp de concentration qu'il soit possible de documenter à ce jour. Je précise qu'il s'agit de la Shoah avant la Shoah. Vous verrez juste après que les listes suivantes, il y a eu des convois tous les jours. Il y a eu des convois tous les jours. Vous voyez ici qu'il y a une grande diversité. Il y a des Allemands, il y a des triangles noirs, il y a des Espagnols, il y a des Polonais. On trouve une grande diversité qui précisément correspond à la diversité du camp. Ce qui ne correspond pas, c'est précisément une liste intégralement constituée de juifs. Le mystère reste entier. Comment faut-il interpréter cela?
moi, j'aurais tendance à l'interpréter comme un signe, c'est-à-dire le signe donné à Berlin, à l'été 41, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, à Matanzène, nous sommes prêts pour gazer les Juifs. La preuve, nous l'avons fait, et le commandant du camp l'a fait dès le 11 août. Auschwitz n'est pas prêt à l'époque. À l'été même, sans doute au même moment, on met en place l'action Reinhardt quelque part du côté de la frontière soviétique. C'est-à-dire que l'été 41 est ce moment où la Shoah se met en place avant d'être officialisée dans la conférence de Wannsee. Et bien à ce moment-là, Artheim est intégré dans le processus d'extermination que je ne peux pas encore appeler la Shoah, puisque la Shoah n'existe pas encore. Vous voyez ici que le gazage de concentrationnaires, que l'on appelait l'action 14F13, concerne toutes les catégories de concentrationnaires, les opposants politiques, mais aussi les déviants, comme ici un triangle rose. Vous voyez que la continuité entre T4 et la Shoah est d'une part directe à travers l'action Reinhardt, et la mise au service de l'action Reinhardt des personnels, des compétences, si l'on peut dire, des assassins de la T4. Elle est aussi indirecte dans ce que l'on va s'ingénier à exterminer le maximum de personnes possibles. C'est-à-dire que, à partir de T4, on va franchir une étape suivante, et cette étape suivante va dépasser à la fois les foyers pour handicapés et pour malades, va commencer par s'intéresser aux camps de concentration, avant de passer, dans l'étape ultime, à la destruction des Juifs d'Europe, à partir de la conférence de Wannsee de janvier 40. Je voudrais terminer par des réflexions générales qui ne sont pas de moi, mais de Georges Bensoussan, dans son Que sais-je sur l'histoire de la Shoah. Georges Bensoussan met en relation tout cela. C'est-à-dire qu'il y a une relation directe, il y a aussi une relation idéologique. Il y a une continuité, il y a une cohérence, il y a une logique. Je ne peux pas parler de déterminisme, ce n'est pas parce que l'on a gazé les handicapés que l'on a gazé les juifs. Par contre, le fait d'avoir gazé 70 000 handicapés a permis d'envisager de gazer des centaines de milliers de juifs. Il a simplement fallu passer à une étape suivante, développer des techniques suivantes, développer des logistiques différentes,